va parler à présent d'enjeux industriels dans le monde de la gestion d'actifs avec, je le disais en introduction, l'événement corporate du jour pour la place parisienne avec l'entrée de Maurice Chéniaud au capital d'Iveo Capital Partners. Michael Israël, cofondateur d'Iveo Capital Partners, est avec nous en plateau. Bonjour et bienvenue Michael. Bonjour. Bon, on ne parle pas marché pour cette fois avec vous Michael, non, parce que la nouvelle fait quand même un peu de bruit, ne serait-ce que par le nom de Maurice Chéniaud, qui est évidemment un personnage emblématique de la finance parisienne depuis de nombreuses années, cofondateur d'Apax Partners, le pape du private equity en France, qui se retrouve donc actionnaire et partenaire de choix, de référence pour la société de gestion que vous avez fondée il y a 10 ans maintenant avec Simon Houry, Michael. Comment cette histoire s'est-elle nouée entre Maurice Chéniaud et Iveo Capital Partners ? Alors en fait, nos 10 ans, mais Maurice, on le connaît depuis 15 ans. Donc en fait, on se connaît depuis très longtemps. Il nous a accompagnés dès le départ en tant que client, quand on a créé Iveo. Puis après, il était là sur, je dirais, un peu tous les moments forts. Quand on a voulu se lancer dans la gestion collective, créer notre premier fonds, le flagship Iveo Fixed Income. Quand on a fait du litigation finance dès le premier vintage, il a participé. Donc en fait, il a, je dirais, d'abord, il a l'expérience client, comme dit Steve Jobs, d'Iveo Capital. C'est pas mal. Et puis, au travers du temps, la relation, elle n'a fait que se développer. On est même allé plusieurs fois chercher des conseils auprès de Maurice. Donc, je dirais que ça s'est fait vraiment naturellement. Naturellement. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de lui à ce stade ? Parce que je comprends qu'il vous a accompagné depuis au moins 10 ans et peut-être plus. Il a toujours été là, il vous a déjà conseillé. Là, il prend une participation au capital. Donc ça ancre quand même les choses dans le long terme. Qu'est-ce que vous attendez de lui à ce stade, Michael ? Alors, je pense qu'avec les 10 ans, on a passé quelques caps. On a passé le cap du milliard d'euros sous gestion. Bon, l'étape normale pour maintenant, c'est de s'institutionnaliser. Et quand je dis ça, je ne dis pas au sens il faut avoir des clients institutionnels. On a un mix client, mais je dis vraiment au niveau de l'entreprise. Et en la personne de Maurice, quand on discute, on sent bien qu'il y a les deux volets. C'est une expérience énorme du monde institutionnel et de l'institutionnalisation, mais il y a une expérience énorme de l'âme entrepreneuriale. Ouais. Et donc, c'est vraiment ces deux choses qu'on a envie d'avoir à côté de nous. On veut garder notre âme. Vous savez qu'on a un peu c'est un peu notre slogan, élargir les univers d'investissement. On a envie de rester curieux, comme on l'a toujours été, pouvoir s'aventurer, comme peut le faire une société de gestion qui est plus entrepreneuriale, mais on doit aussi aller vers plus d'institutionnalisation. Sujet passionnant parce que effectivement c'est le mouvement de l'industrie de la gestion d'actifs et de la finance. Moi, je vous identifie comme des spécialistes. Et c'est vrai que quand vous venez par les marchés, on parle de dette émergente, de dette corporate émergente. On va loin dans l'expertise, en tout cas pour moi, de ce que je peux écouter de votre part, Michael. Vous avez quand même 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire s'institutionnaliser au bout de 10 ans ? Comment on s'institutionnalise en tant que société de gestion ? Et c'est pas juste une question de typologie de clients, c'est ce que je comprends. En gardant quand même cette notion d'expertise et de spécialisation face à ce que j'appelle les hypermarchés de la gestion. Et c'est vrai qu'on a vu l'avènement des vendeurs d'ETF, etc., tous plus gros les uns que les autres. Mais il y a également toujours ce besoin, peut-être plus que jamais d'ailleurs, d'expertise sur des marchés très spécialisés, très niches. Comment on reste curieux, comment on s'institutionnalise et comment on reste expert ? Bon, alors, c'est une grande question, là, quand même. Ouais. Je dirais, il y a plusieurs choses dans cette question, mais je dirais que la spécialisation, quelquefois, elle est un petit peu, je ne vais pas dire qu'il y a un marketing de la spécialisation, mais on met en opposition le fait de pouvoir faire d'autres choses ou d'avoir plusieurs métiers. D'ailleurs, moi, je peux vous dire vraiment une de nos satisfactions, c'est d'avoir 10 ans et d'avoir 3 métiers. Ouais. Parce que justement, souvent, on dit, voilà, nous, on fait qu'une seule chose, nous, on est des spécialistes de ça, on est très focus, etc., comme si c'était antinomique avec le fait de pouvoir avoir plusieurs activités et d'être pour autant spécialiste dans chacune des activités. Plusieurs métiers, plusieurs stratégies, c'est ça. Exactement. Aussi. Hein. Pour une boutique entrepreneuriale, c'est moins facile de grandir sur 3 métiers que de grandir sur un métier. Ouais. Et donc, on a toujours notre activité de gestion privée qui a été l'origine. On a toujours on a une gestion collective aujourd'hui qui a fait un bout de chemin. Et on a quand même aussi pu faire du non-coté et dans cette activité de financement de contentieux. Donc,
Ça, c'est vraiment ce qu'on veut continuer à faire. Et l'institutionnalisation dont je parle, elle va certainement pas nous amener à se focusser ou à arrêter justement. Je veux dire, nous, on veut garder cet ADN de dire s'il y a des opportunités, je comprends. On veut rester à l'écoute et pouvoir les faire. D'autant plus qu'on a toujours trouvé, même si les choses vous paraissent très éloignées, qu'il y a beaucoup de valeur à connaître plusieurs choses qu'une seule chose aussi, parce qu'on a eu beaucoup de raisonnements relatifs. C'est très enrichissant de pouvoir regarder beaucoup plus de choses que ce qu'on... j'entends. Être spécialiste, expert, c'est pas être monomaniaque. Exactement. Et c'est pas... on veut sortir un peu de ce profil-là, c'est pas nous. Ouais. Tout simplement, honnêtement, c'est pas notre âme, c'est pas notre ADN. Mais même les émergents par construction, c'est très vaste. On a besoin de rester dans ça pour être nous-mêmes et je pense être alignés. Maintenant, pour répondre à la question, qu'est-ce que c'est institutionnaliser une société de gestion ? À part Qui a déjà 10 ans. Qui a déjà 10 ans. Exactement. Une société de gestion, c'est une société de service. Donc, c'est une société où la seule chose qui fait la valeur, c'est les hommes. Et donc, moi, je dis souvent ce qu'on a envie, ce qu'on aimerait faire. J'espère qu'on en a fait un bout, mais vraiment là où j'aimerais qu'on aille, c'est une société de gestion. Ça veut dire une société qui dépasse, qui va survivre à nous tous individuellement qui la composons. C'est-à-dire, ça y est, on va passer une étape où on est... je ne sais pas si je l'exprime assez bien, mais c'est vraiment une société de gestion. C'est pas un gérant, c'est vraiment une société de gestion. Donc, votre modèle, c'est l'anti-gérant star, si je le dis un peu brutalement. En tout cas, ne pas faire reposer toute l'activité de l'entreprise sur une ou deux ressources. Oui, d'abord parce que ça, honnêtement, je sais pas que j'y crois pas, mais enfin, je pense que c'est déjà un modèle différent, peut-être même plus dangereux, etc. Mais surtout, c'est une chaîne de valeur. D'ailleurs, honnêtement, elle n'est pas valorisée comme elle devrait être valorisée. Il y a des maillons qui ont énormément de valeur et qu'on ne voit pas beaucoup, contre des maillons qu'on voit plus, etc. C'est vraiment une alchimie de plein de choses. Donc effectivement, moi, ce que je voudrais, je suis pas contre les gérants stars, c'est pas ça. Non, non. En tout cas, une société de gestion par rapport à un gérant d'actifs. Je sais pas. La structure, la structure qui va au-delà des personnes prises individuellement ou même collectivement. Exactement. Et ça demande des ressources. Parfaitement. Voilà. Alors moi, je dis souvent, à part l'investissement, le CAPEX, comme on dit pour une société de gestion, à part les gens, c'est quoi ? Donc voilà, nous, la seule chose qu'on a à faire et à réussir, j'espère en tout cas, c'est continuer à faire venir chez nous des gens de grande qualité. Et c'est comme ça que tout doucement se fabrique. Et c'est déjà le cas, je veux dire, en 10 ans, quand je revois où on était il y a 10 ans, je vois aujourd'hui, en 10 ans, c'est vraiment une entreprise qu'on a pour de bon. On est 25, je peux vous dire, ça tourne. Et voilà, c'est de continuer sur ce chemin-là. Et l'idée, sur le plan stratégique là, des prochaines années, puisque ça y est, vous avez passé la barre du milliard, des 10 ans, etc. Vous êtes encore à la recherche et toujours de nouvelles expertises, de nouvelles niches à exploiter en termes d'investissement, sur le plan de l'investissement. Qu'est-ce qui peut vous intéresser, par exemple, dans l'univers des possibles que vous regardez ? Et puis concrètement, là, c'est quoi les étapes produits, services qui attendent IVEO Capital demain ? Alors, de manière générale, je crois que vous le savez, mais nous, ce qu'on aime bien, c'est de trouver des endroits où, je dirais... Il y a peu de monde. Voilà, exactement. Mais pour une raison simple, c'est que... sinon, l'argent est pas cher. Nous, on a un ADN de crédit. On aime bien prêter de l'argent quand l'argent est cher et on aime moins le prêter quand l'argent est pas cher. Donc, c'est d'essayer de trouver des zones ou des moments où on arrive à avoir un argent qui est rémunéré et face à un risque qui est raisonnable. Et donc, ça, c'est toujours notre recherche et on s'aventurera. Vous savez qu'on a fait... On a fait quand même 2-3 transactions. On n'a pas encore scalé ça, mais on va voir. On a fait 2-3 transactions dans la venture debt, qui est un sujet qui peut avoir de l'intérêt. Donc de la dette privée destinée à des entreprises en forte croissance, en amorçage, aux sociétés qui ont souvent à leur capital des fonds de venture et qui cherchent un petit peu d'argent non dilutif. Et bon, voilà, donc c'est d'autres logiques. On a déjà fait quand même quelques deals et c'est probablement quelque chose qu'on va regarder avec plus d'attention. Et puis après, sinon,
Ça peut être n'importe quoi dans le sens où, évidemment, ce ne sera pas n'importe quoi, mais dès lors qu'on a l'impression qu'on peut déjà amener quelque chose de plus. S'il y a déjà beaucoup de monde et que tout le monde fait correctement le travail, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire Voilà, donc... L'exemple parfait, dans l'histoire récente, c'est ce que vous appelez donc la litigation finance. Ouais. Vous étiez venu en parler, Simon Roy était venu en parler, mais je crois que personne ne connaît. Le financement de contentieux, c'est un truc très anglo-saxon au départ. Maintenant, tout le monde connaît. Alors, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Au début, c'est vrai. Voilà, c'est ma question. Mais vous avez été... un des premiers, en tout cas moi c'est grâce à vous que j'ai connu ce que c'était que la finance de contentieux, et c'est quelque chose qui a progressé depuis, qui devient plus ouvert, on va dire, sur la place parisienne. Complètement, mais notre première transaction on l'a faite en 2013. Ça commence à remonter un peu. À l'époque, quand on allait présenter ça à des investisseurs, évidemment, c'était pas connu du tout. Nous, en plus, on est venu par-dessus avec un peu d'ingénierie financière, des histoires de protection, d'assurance, etc. Donc, c'était très nouveau. Mais ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, c'était aussi très nouveau côté utilisateur. C'est-à-dire, les gens ne savaient pas forcément qu'ils pouvaient trouver du financement. Les entreprises en contentieux, exactement. C'est ça. Et même les avocats n'étaient pas encore familiers, ou autant familiers. Aujourd'hui, je peux vous dire, tout le monde connaît. Il n'y a pas un avocat qui ne sait pas, qui peut proposer ça à ses clients aussi, etc. Donc ça s'est beaucoup développé. Et c'est exactement ce qu'on adore. C'est-à-dire vous rentrez dans un truc qui est très specialty finance et qui est en train de devenir vraiment... Mainstream, un peu plus mainstream. Un peu plus, exactement. Voilà. Donc, c'est l'exemple parfait de ce que vous recherchez pour demain toujours. Concrètement, là, il y a des produits qui vont être lancés, je crois, dans les prochains mois. Exactement. Quel type de produits et pourquoi? Est-ce que ça veut dire que c'est le bon moment, justement? Est-ce que vos clients vous demandent, là, ont de l'appétit pour des produits particuliers liés au monde du crédit? Oui. Alors, il y a deux produits qui vont arriver très très vite. D'abord, il y a un nouveau vintage de litigation, justement. J'allais dire plébiscité, c'est un grand mot, mais en tout cas qui est demandé, et notamment par la vague d'investisseurs qui nous a accompagnés depuis le départ. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a vu là dans cette première phase de marché? C'est l'énorme corrélation des classes d'actifs entre elles, liée notamment tout simplement à la composante taux d'intérêt. Et pour le coup, dans le litigation, dans le financement de contentieux, on est sur un actif qui est totalement décorrélé des taux, décorrélé de la croissance mondiale aussi. C'est pas le sujet, c'est des histoires très idiosyncratiques. Il y a un procès, il y a un award, excusez-moi pour l'anglicisme. Voilà, c'est pas en rapport avec les taux et l'état du monde ne change rien à la situation. Donc il y a pas mal de demandes par rapport à ça. L'autre sujet, c'est dans le monde du coté. Et c'est un très bon moment. J'ai vu beaucoup de confrères se lancer aussi et je souscris totalement que c'est un bon moment pour faire des fonds datés, des fonds à échéance. Donc on va lancer là probablement en septembre un fonds 2028, 100% émergent, parce qu'il y a un niveau de taux d'intérêt qui est intéressant à figer et il y a un niveau de spread qui est intéressant à figer aussi. Alors c'est le moment. Une année d'opportunité. Merci beaucoup, Michael Israël, qui est venu nous parler cette fois de cette nouvelle aventure, cette poursuite de l'aventure IVEO Capital Partners, avec désormais comme actionnaire à vos côtés et aux côtés de Simon Roy, qui vous accompagne comme cofondateur, Maurice Chéniaud, qui entre donc aujourd'hui au capital d'IVEO Capital Partners. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure sur Bismart.